Bonjour à toutes et à tous, il est 13h45 ce vendredi 26 septembre. Bienvenue dans cette nouvelle édition. La Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel lance un colloque international sur les mécanismes de lutte contre les discours de haine en N'Djamena pour échanger les expériences et trouver des solutions efficaces. L'histoire inspirante de Girtom Mélanie, une mère de 3 enfants qui a réussi à se lancer dans l'entrepreneuriat et à créer sa propre entreprise de boissons traditionnelles. Son portrait dans ce journal. Ce jeudi 25 septembre, la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel a donné le coup d'envoi d'un colloque international à N'Djamena. Thème retenu, les mécanismes de lutte contre les discours de haine, état de lieu et perspectives. L'événement se tient dans un grand hôtel de la capitale. Reportage de Solmengar Maxime et Djekoredom Armel. Organisé dans le cadre des 30 ans de la Hama, héritière du Haut Conseil de la Communication, ce colloque veut jeter les bases d'une riposte efficace contre les discours de haine. Pour l'institution, il s'agit d'un jalon essentiel vers un paysage médiatique plus responsable. Une occasion idoine de dialoguer, de partager nos expériences et d'identifier ensemble les stratégies concrètes afin de mieux lutter contre les discours de haine dans nos pays. Un constat partagé par le président du réseau des instances africaines de régulation de la communication qui alerte sur l'urgence d'agir face à ce phénomène. Face à ces défis, notre responsabilité en tant qu'instance de régulation est double. Protéger la liberté d'expression, qui est un droit fondamental et une condition de vitalité démocratique, mais aussi prévenir et sanctionner les abus de cette liberté lorsque ceux-ci se transforment en instruments de division et de violence. Les autorités de leur côté appellent à une implication totale des participants afin de déboucher sur des recommandations concrètes et applicables. Cet anniversaire doit nous inspirer à aller plus loin, à renforcer nos engagements et à bâtir ensemble une Afrique où la parole libérée ne soit jamais synonyme de haine, mais toujours de paix et de cohésion. Ce colloque, qui rassemble experts, régulateurs et professionnels des médias, se poursuivra durant 3 jours. À Abéché, dans l'est du pays, l'émotion reste vive. 2 mois après sa mort tragique, la dépouille de Philbert Mouanodji a été exhumée hier matin à Abéché avant d'être transférée à N'Djamena. Un moment douloureux pour sa famille et une opinion publique qui continue de réclamer justice et vérité. Ce matin, la dépouille de Philbert Mouanodji a été exhumée à Abéché. Elle est désormais acheminée vers Moundou, sa ville natale, selon une source familiale. Philbert Mouanodji, 44 ans, secrétaire général de l'Enedi Est, avait été retrouvé mort, calciné le 2 août dans une rue d'Abéché. La vidéo de son immolation, largement partagée sur les réseaux sociaux, a choqué le pays. La justice a rapidement parlé de suicide. Sa famille rejette cette version. Elle dénonce un assassinat et réclame une autopsie indépendante. Le gouvernement a présenté ses condoléances et promis une enquête. Mais 2 mois après, de nombreuses zones d'ombre persistent. La Commission nationale des droits de l'homme exige une enquête impartiale. La société civile et l'opposition dénoncent une affaire étouffée. Pour la famille, l'exhumation ne fasse pas la douleur. Elle attend toujours vérité et justice. Les obsèques de Mouanodji Philbert se déroulent depuis ce matin à l'église catholique Sainte-Thérèse d'Amtouki, suivi d'un enterrement au cimetière de Toukra. La famille remercie les plus hautes autorités, celles d'Abéché et tous ceux et celles qui se sont impliqués de près ou de loin pour l'obtention du corps et son acheminement en N'Djamena. Dans le cadre du projet Souhaite Plus pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique, plus de 300 jeunes filles ont débuté ce jeudi 25 septembre 2025 une formation en couture, agriculture, élevage, pisciculture et électricité bâtiment au centre culturel Nicodème de Pala. Reportage Lirsi Pierre Mayokebi Ouest. Cette initiative mise en œuvre par le consortium INADES Formation Espoir UADC vise à permettre l'insertion socio-économique des jeunes filles vulnérables de la province. L'objectif est que chacune puisse se prendre en charge grâce à un métier. Cette formation est une chance unique
Saisissez-la avec sérieux, détermination et engagement. Votre réussite sera la preuve que lorsqu'on investit dans la jeunesse, en particulier dans les jeunes filles, c'est tout un pays qui gagne. Au lancement, certains délégués ont encouragé les participantes à être attentifs et à tirer le meilleur de cette formation. Je vous demande de profiter largement avec ONG. Arrivez au village, abandonnez d'abord, cherchez votre pain d'abord, constituez-vous en groupe, avoir votre boutique. Quand vous avez déjà une boutique, c'est-à-dire chaque jour vous allez bénéficier 25, ça vous permettra d'acheter des biens à vos enfants. Pour que la province du Mayen-Ouest est capable d'accompagner ces projets, de respecter les normes et les conditions pour ces projets. Cette formation d'une durée de 3 mois permettra aux jeunes filles d'acquérir des compétences pratiques dans plusieurs secteurs porteurs. À 33 ans, mère de 3 enfants et diplômée en télécommunication, Girtom Mélanie n'a pas trouvé d'emploi dans son domaine. Elle a choisi l'entrepreneuriat et s'est lancée dans la préparation de boissons traditionnelles. Une activité qui lui assure aujourd'hui stabilité et respect. Faral Brian Dokula. Au quartier Kamati, dans le 2e arrondissement de Sarre, Mélanie s'est fait connaître avec la vente de boissons locales. Diala, le bilbil. Derrière son sourire, une femme qui a su transformer le chômage en opportunité. Je dis oui, je suis fière, je suis devant la boisson. Mais je ne peux pas aller me promener ou bien me prostituer quelque part pour gagner de l'argent pour mes enfants. Donc, si je vois qu'avec la boisson, ça peut m'aider, je suis là avec la boisson. Donc, il y a certains les amis qui peuvent te moquer quand même. Diplômée en 2016 de l'ENASTIC, elle revint d'un emploi stable. Faute de débouchés, elle s'est tournée vers l'entrepreneuriat. Ces boissons très prisées sont devenues sa principale source de revenus. Et pour terminer, 3e formation à retenir hors du Tchad dans la sélection d'Embaïlassem Emmanuel. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, dirigé par Laurent Gbagbo, demande à la communauté internationale de se prononcer sur la légitimité d'un 4e mandat pour Alassane Ouattara. Radié de la liste électorale depuis 2020, Gbagbo voit sa candidature rejetée par le Conseil constitutionnel. Il annonce vouloir s'investir dans des actions pacifiques et démocratiques. Dans une motion, le PPACI appelle l'ONU, l'Union africaine et l'Union européenne à clarifier leur position. Notre constitution ne prévoit ni 3 ni 4 mandats, insiste le parti. Selon eux, rester silencieux serait une complicité avec le régime de Ouattara. Le RHDP relativise. Le processus électoral suit son cours, affirme Kobena Kwasi Adjoumani, Leonardo Santos Simao, représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, rappelle que les élections doivent renforcer paix et cohésion sociale. Kinshasa et Kigali ont fixé au 1er octobre 2025 le début des opérations de neutralisation des FDLR, un groupe armé hutu-rwandais. Cette étape fait suite à l'accord de paix signé à Washington le 27 juin 2025. Elle prévoit aussi la levée des mesures défensives prises par le Rwanda. Les discussions ont été longues. Kinshasa et Kigali divergent sur le nombre des combattants et sur la responsabilité de les traquer. Les parties ont convenu d'un ordre opérationnel pour accélérer le processus. Une nouvelle réunion est prévue les 21 et 22 octobre à Washington. En réalité, les véritables opérations sont encore à venir. La première phase consistera en préparation, planification et échange des renseignements. L'est de la RDC reste une zone minée par les conflits, exacerbée depuis 2021 par la résurgence du M23. Malgré un accord de paix et un cessez-le-feu, la violence persiste. Le tribunal de Paris a condamné Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison pour avoir laissé ses proches démarcher la Libye de Kadhafi afin de financer sa campagne présidentielle de 2007. L'ancien président dénonce une peine motivée par la haine.
Ahmed El Gaddafi, cousin du colonel Gaddafi, salue la décision mais appelle Emmanuel Macron à enquêter sur l'intervention militaire française en 2011. Selon lui, cette intervention a détruit la Libye et violé le droit international alors qu'elle ne représentait aucune menace pour la communauté internationale. En 2011, des manifestations à Benghazi ont conduit à l'intervention de l'OTAN et à la chute du régime Gaddafi. Le colonel Gaddafi a été capturé puis tué en octobre 2011 à Sirte, sa région d'origine. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur notre antenne.